Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Une parenthèse, un espace de transmission et d'intégration où l'on explore ensemble les fondements de la guérison somatique. Je suis Wittmann Pauline, ton hôte, spécialisée dans l'anxiété, la régulation du système nerveux autonome et la renégociation des traumatismes. Mon intention pour chaque épisode, c'est que tu puisses comprendre ce que tu vis, remettre du sens sur tes ressentis et te reconnecter doucement à ta capacité de guérir. Alors simplement, dépose-toi dans un endroit où tu te sens en sécurité, respire et laisse-toi guider. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce nouvel épisode de podcast où on va parler du traumatisme du développement. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur déjà parce qu'il me touche personnellement, mais au-delà de ça, parce qu'il vient toucher aussi à la base même de notre construction identitaire, relationnelle et émotionnelle. En fait, le traumatisme du développement, c'est un traumatisme dont on parle peu et pourtant qui vient toucher la majorité d'entre nous. Et pourquoi est-ce qu'il y a encore autant de méconnaissance sur cette catégorie de traumatisme qui est le traumatisme développemental? C'est parce que dans notre conscience aujourd'hui, on associe encore le traumatisme à des événements qui ont été choquants, soudains et marquants. Et en effet, il y a eu des traumatismes comme ça très ponctuels qu'on a pu vivre, mais il existe aussi une autre forme de traumatisme qui est beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus diffuse, celle qui s'installe dans la durée, souvent dans l'enfance, dans l'adolescence, dans des contextes où finalement nos besoins fondamentaux de sécurité, d'attachement, de reconnaissance ou de régulation émotionnelle n'ont pas été pleinement rencontrés. Donc, dans cet épisode, j'ai vraiment envie de vous inviter à explorer avec moi cette notion du traumatisme du développement, non pas comme une étiquette ou un diagnostic qui est complètement figé, mais comme une porte d'entrée vers une meilleure compréhension de votre fonctionnement, de vos blessures et surtout de vos possibilités de réparation et de transformation. Vous allez vraiment voir avec moi que derrière cette notion, il n'y a pas de fatalité. Il y a au contraire une immense capacité d'évolution et de guérison, et je peux vraiment en parler parce que je l'expérimente moi-même dans mon propre parcours de guérison. Dès lors qu'on vient comprendre en fait ce qui s'est joué, dès lors qu'on arrive à mettre du sens sur nos mécanismes de protection, sur nos comportements, nos habitudes, mais aussi toutes nos capacités de régulation. Et pour ça, je vais commencer d'abord par t'apporter beaucoup de notions théoriques pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que c'est que le traumatisme du développement. Le traumatisme développemental se définit comme l'ensemble des expériences prolongées ou répétées qui perturbent profondément le développement émotionnel et neurobiologique de l'enfant ou de l'adolescent. Et en réalité, on va même un petit peu plus loin que l'adolescence, puisque ça se joue jusqu'à 25 ans, parce que notre cortex préfrontal se développe jusque-là. Et toutes ces expériences se manifestent souvent dans des environnements qui ont été marqués par de l'instabilité affective, de l'insécurité émotionnelle, de l'imprévisibilité relationnelle ou des soins affectifs qui ont été insuffisants, voire défaillants. Chacune des conditions que je viens d'évoquer va affecter
la maturation de notre système nerveux autonome qui est juste essentielle à la régulation émotionnelle et à la gestion du stress. Et déjà ça veut juste dire que si tu as grandi dans un environnement qui était parfois imprévisible, instable, forcément ça a eu aussi un impact sur la maturation de ton système nerveux autonome et donc sur ta capacité, en fait, à te réguler face aux agents stresseurs de la vie qu'on vit tous. Mais ça ne s'arrête pas là. Toutes ces conditions vont venir aussi perturber ce que Dan Siegel nomme la carte interne du monde. Notre carte intérieure, ce modèle mental et corporel que nous élaborons à partir de nos interactions avec notre environnement et qui va venir structurer toutes nos attentes, tous nos besoins, nos limites, mais aussi tous nos comportements futurs. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à l'adulte, l'enfant ne dispose pas des ressources nécessaires pour venir questionner ou modifier son environnement. Il n'a pas la capacité, en fait, de prendre du recul sur ce qu'il est en train de vivre. Il n'a ni les mots, ni la maturité neurologique, ni l'autonomie nécessaire pour se dire « Ok, ce que je suis en train de vivre là, c'est profondément injuste. » Dit encore autrement, si un parent crie, dévalorise ou critique constamment, l'enfant ne va pas se dire « Ok, mon parent, il a probablement ses propres blessures. » Il va se dire « J'ai dû faire quelque chose de mal. » Ou pire encore, « Je suis une mauvaise personne. » Et ce propos, on peut vraiment venir l'étoffer avec plein d'exemples. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, lorsqu'il y a une interaction, un comportement instable de la part du parent, l'enfant intègre qu'il n'est pas assez intéressant pour être vu, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, que ses émotions ne sont pas légitimes, qu'il n'a pas le droit de dire non ou d'exprimer ses limites ou son authenticité. En fait, la priorité première de l'enfant, c'est sa survie. Sa survie qui dépend étroitement du maintien du lien avec ses figures d'attachement. Et ainsi, l'enfant, très souvent, dans la majorité des cas, il intègre comme réalité la nature instable ou menaçante de son milieu, ce qui peut générer une perception déformée de lui-même avec un sentiment d'insécurité intérieure renforcé. Ce qu'on appelle aussi une carte du monde qui est déchirée, fragmentée. Et on va être très honnête, nous avons tous vécu. Tous les enfants, adolescents, vivent des défis ou des frustrations dans leur développement. Ce qui vient vraiment différencier une expérience difficile d'un traumatisme développemental, c'est l'intensité, la durée, le manque de soutien émotionnel et la répétition de l'exposition à un stress qui submerge l'enfant. En fait, l'enfant, il peut ni comprendre ce qui se passe, ni le réguler seul. Et c'est vraiment en ce sens que je parle souvent de ces notions d'impuissance, de submersion, où on a subi les choses et où finalement, on n'avait pas d'autre choix. C'est dans ces concepts que viennent se rejouer très souvent nos peurs d'adultes. Donc, le traumatisme développemental, il ne naît pas uniquement d'un événement majeur et identifiable, d'un choc ponctuel. Il émerge souvent dans des contextes relationnels ou dans des environnements où les expériences ont été trop précoces, trop intenses, trop rapides, trop longues ou trop déroutantes pour le système nerveux autonome en pleine maturation de l'enfant, qui est, je le rappelle, comme une boule d'argile. Ce sont vraiment tous ces trop répétés ou prolongés qui vont en fait désorganiser les fondations affectives
et corporels sur lesquels l'enfant construit tout son monde, tout son sentiment de sécurité, son identité et sa capacité à être en lien. Et pour que tu puisses comprendre au mieux là où est-ce que j'ai envie de t'emmener aujourd'hui dans ce podcast, je vais te donner quelques formes typiques de ces contextes où notre système nerveux autonome a été contraint de s'adapter sans disposer de ressources suffisantes pour se réguler. Premier exemple que je vois très souvent chez les femmes que j'accompagne dans mon programme Transformation, c'est quand finalement on a dû grandir trop tôt. Quand on a dû très rapidement prendre soin, émotionnellement ou physiquement, que ce soit notre parent, notre frère, notre sœur, et parfois porter des responsabilités ou des inquiétudes d'adultes sans avoir les ressources en fait, pour pouvoir s'y confronter et pour pouvoir les réguler. Dans ce contexte en particulier, en fait, l'enfant, il devient un petit adulte avant l'heure. Il apprend à se taire, à observer, à anticiper les besoins de l'autre, souvent au détriment des siens. Et cette précocité relationnelle laisse peu de place à la spontanéité, à l'insouciance et même au développement tout court en fait. Il y a des étapes du développement qui n'ont pas pu se faire. Deuxième exemple, c'est quand un enfant a vécu des choses qui ont été trop fortes pour son âge ou pour sa capacité d'intégration. Dans notre monde d'adulte, on peut avoir vécu un événement qui peut ne pas sembler grave de l'extérieur, mais pour l'enfant, il a pu être perçu comme trop intense, trop menaçant ou trop complexe. Et là, on revient à des contextes qu'on voit très régulièrement aujourd'hui comme une séparation brutale, un deuil non accompagné, des conflits parentaux chroniques, une ambiance de violence verbale ou de tension constante qui peuvent générer un stress intense en fait dans le système nerveux autonome du jeune enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte. Un stress que le système nerveux autonome ne va pas pouvoir métaboliser. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il apprend à se réguler au travers de la co-régulation. Donc ça veut dire qu'il a besoin d'une présence stable qui lui montre qu'il est en capacité de traverser ses activations pour retrouver le chemin de la sécurité. Encore une fois, on n'est absolument pas dans cette notion de ne plus jamais vivre d'agents stresseurs ou d'émotions fortes, mais d'être en capacité de les traverser, de les contenir et de retrouver le chemin de la sécurité. Et en fait, quand l'enfant il est face à ces événements qui sont trop forts pour son âge ou pour sa capacité d'intégration, il apprend à se protéger comme il peut. Souvent, ce que je peux voir dans le programme, c'est des personnes qui vont être totalement dissociées, donc des personnes qui vont être énormément dans leurs pensées. Et si je vis une crise d'angoisse? Et si je me sens mal? Et si je fais un malaise? Et si on me juge? Ou alors aussi une hypervigilance chronique où le système, il a jamais la possibilité de se déposer. Le troisième exemple, c'est quand la vie, elle est trop vite pour que l'enfant puisse suivre. Et là encore, on est sur des exemples qu'on voit régulièrement dans notre quotidien, dans notre société. Je te parle ici d'événements qui se sont enchaînés, sans pause, sans temps d'intégration. Des déménagements fréquents, des changements d'école, des ruptures dans les liens d'attachement. C'est autant de transitions qui bousculent l'enfant et lui donnent le sentiment de toujours devoir s'adapter sans jamais avoir l'espace ou le droit de ralentir. Et dans ce rythme imposé où encore une fois on retrouve beaucoup d'imprévisibilité et d'instabilité, l'enfant il n'a pas la place en fait pour pouvoir explorer son monde intérieur, ses émotions, son identité, ses besoins et ses limites. Il apprend alors à accélérer en fait, à suivre le rythme et à se couper de ce qui dérange ou ralentit au prix d'une fatigue intérieure profonde. Et ça, je le vois particulièrement chez des personnes qui me disent en continu « je dois tenir, je dois faire, je dois aller plus vite ». C'est vraiment des personnes qui se retrouvent en incapacité de se reposer alors que la fatigue, elle est juste extrême.
Quatrième exemple, c'est quand certains événements ont duré trop longtemps. Le traumatisme développemental ne vient pas toujours d'un choc soudain, comme par exemple un accident de voiture. Il peut aussi s'enraciner dans des situations prolongées de tension, d'insécurité émotionnelle ou de négligence affective. Si tu as vécu pendant des années dans un climat familial instable, avec des émotions qui n'avaient pas le droit d'être exprimées, qui étaient ignorées ou jugées, c'est comme si tu devais rester en état d'alerte permanent. En fait, ton système nerveux autonome, il a appris à rester mobilisé, prêt à réagir, à se figer ou à s'éteindre selon les besoins de protection du moment. C'est comme s'il avait profondément intégré qu'il ne pouvait pas se déposer, qu'il ne pouvait pas relâcher et retrouver le chemin de la sécurité. Donc, comme tu le vois au travers de ces 4 exemples, et bien évidemment il en existe plein d'autres concernant le traumatisme du développement, ce n'est pas parce que tu n'as pas vécu d'événements chocs que ton système nerveux autonome n'a pas gardé en lui une empreinte de danger. En fait, le traumatisme développemental, c'est beaucoup plus subtil. Et il est parfois très difficile à intégrer parce que lorsqu'on comprend profondément le traumatisme développemental, on comprend aussi qu'aujourd'hui, plus de 99% des personnes sont traumatisées. 99% des personnes dans notre société ont eu un impact dans leur système nerveux autonome. Que ce soit parce que certaines de leurs émotions étaient ignorées, rejetées, humiliées, parce qu'ils ont vécu une séparation brutale ou des déménagements répétitifs, lorsqu'ils ont dû traverser un deuil très tôt sans ressources, mais aussi que leurs besoins vitaux n'ont pas été comblés au moment où ils en auraient eu besoin. Et là, on parle de manque de réassurance, de protection, de validation, etc., etc. Et donc, si on part de cette vérité que la majorité des personnes aujourd'hui ont été ou sont traumatisées, on comprend aussi que la majorité des personnes fonctionnent au travers de la suradaptation. Pourquoi ? Parce que la suradaptation, ça devient un super pouvoir invisible au service de la survie et en particulier lorsqu'on a vécu des traumatismes développementaux. Gabor Maté nous dit que l'enfant préfère perdre son authenticité plutôt que le lien, car le lien est une question de survie. Cette phrase, elle résume avec justesse la mécanique invisible à l'œuvre dans les traumatismes développementaux. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que face à un environnement relationnel instable ou émotionnellement insécurisant, l'enfant, il n'a pas d'autre choix. Tu n'as pas eu d'autre choix que de te conformer à ce qu'on attendait de toi. Tu n'as pas pu remettre en question tes figures d'attachement, on en a parlé juste avant. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas remettre en question qui tu es. Et c'est vraiment comme ça qu'on apprend au fil du temps à taire nos besoins, à réguler nos émotions seules, à devenir ce qu'on attend de nous pour rester en lien. Et ce processus d'ajustement permanent, cette suradaptation, elle devient une stratégie de survie à part entière. On devient maître dans l'art de capter les signaux subtils de son environnement, de devancer les réactions des autres, de minimiser ce qu'on ressent aussi, parce qu'on vient de développer une forme d'hypervigilance sociale qui nous permet de prévenir les tensions ou tout simplement de se faire oublier. Et toutes ces compétences pour pouvoir correspondre, pour pouvoir rentrer dans des cases, finalement, elles se construisent au prix d'une dissociation intérieure. Lorsqu'on ne peut pas fuir ni se défendre, notre système nerveux autonome va se plonger dans un état de figement, d'engourdissement ou de repli. On apprend profondément à se couper de ce qu'on ressent, à cacher nos émotions, à devenir invisible. Et on devient ces personnes fortes, celles qui gèrent, celles qui ne demandent jamais rien,
celles qui doivent toujours tout réussir toutes seules, celles qui ne font jamais de vagues, alors même qu'à l'intérieur, en fait, notre monde, il s'effondre. Cette suradaptation, bien que ça soit vu comme une compétence de l'extérieur, ça devient aussi une forme de protection sophistiquée, un masque qui rassure, mais qui fragilise l'intérieur. La suradaptation donne l'illusion d'une maturité précoce, d'une autonomie émotionnelle, d'une force, je t'en ai parlé juste avant, mais finalement elle s'est forgée dans un environnement où on n'a pas eu la place d'être authentique, où on n'a pas eu la place de s'exprimer, où il n'y a pas eu un vrai soutien. Et dans la majorité des cas, c'est cette dynamique-là qui va se rejouer dans notre monde d'adulte. La dynamique de suradaptation qu'on a mis en place en tant qu'enfant va se confronter à notre besoin d'authenticité d'adulte, et c'est là qu'on va vivre des tensions internes comme de l'anxiété, des somatisations, des difficultés de digestion, de sommeil, etc., etc. En fait, ce qui nous a permis de survivre en tant qu'enfant dans des environnements instables va devenir un frein, voire une source de souffrance pour nous à l'âge adulte. Pourquoi ? Parce que cette suradaptation, elle ne disparaît pas simplement avec les années. Elle ne disparaît pas simplement en quittant le nid familial, en allant faire nos études dans un autre pays. Cette suradaptation, elle va continuer d'imprégner notre manière d'être au monde, dans notre façon de travailler, dans nos relations amoureuses, dans notre façon de prendre soin des autres, de prendre soin de nos enfants, de notre famille, de s'effacer dans nos relations ou même de contrôler chaque détail de notre quotidien. Et très souvent, on a passé plus de temps dans la suradaptation que dans l'authenticité. C'est pour ça qu'elle est autant ancrée dans nos comportements et dans notre fonctionnement. Alors même si, à un moment donné, quand on devient adulte, il y a ce nouvel élan qui émerge, ce besoin de respirer plus librement, d'être soi sans devoir toujours s'ajuster, de poser des limites, de ralentir, de sentir qu'on existe autrement qu'en fonction des attentes ou des besoins des autres, et bien finalement on se fait rattraper quand même par cette suradaptation qu'on a profondément intégrée dans notre mémoire implicite. Et là, d'un seul coup, on se retrouve, comme je te l'ai dit avant, face à des tensions, face à des douleurs, face à de la fatigue. Viens compter autour de toi le nombre de personnes qui te disent « Je suis fatiguée, j'ai mal au dos, je dors mal, je sens que je digère pas quelque chose, je sens que j'ai mon système hormonal qui est complètement en vrac, je suis stressée, je suis anxieuse, je suis angoissée, j'ai envie de changer de travail mais je peux pas le faire. J'ai envie de quitter cette relation toxique, mais je peux pas le faire. » En fait, on retrouve vraiment une tension entre notre programmation interne d'adaptation qui continue de dicter « il faut, je dois » et la part adulte en nous qui commence à murmurer « ok, j'ai envie, j'ai besoin, j'aimerais pouvoir choisir ». Et ce conflit intérieur, il vient rajouter de la charge, de l'énergie de survie dans un système qui est déjà complètement dérégulé, qui est déjà à bout et qui est déjà complètement submergé. Et en même temps, ça devient aussi le signal pour aller guérir, pour aller chercher quelles sont les émotions, les résistances, les tensions qui coexistent encore dans notre système nerveux autonome et dans notre corps. Et ce signal-là, il nous montre aussi qu'il y a un changement qui est possible. Parce qu'aujourd'hui, si tu as la capacité d'apprendre à jouer d'un nouvel instrument, d'acquérir de nouvelles compétences pour un nouveau travail, ou même tout simplement d'essayer de faire des choses nouvelles, ça veut aussi dire que tu vas avoir la capacité de désapprendre cette programmation interne de suradaptation, mais aussi de t'ancrer dans cette place d'adulte qui a un besoin profond en fait d'authenticité. Et je sais que majoritairement, ce qu'on souhaite faire, c'est tout de suite mettre en place des choses, alors que la première étape pour se transformer durablement, c'est d'observer. Que tu viennes observer dans ton quotidien
Ce qui est encore régi en fait par des réflexes de survie, des automatismes d'enfant, et ce qui commence à naître d'un espace plus libre, plus conscient, plus relié à soi. Quand tu fais les choses dans ton quotidien, prends le temps de ralentir et pose-toi la question, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Est-ce que je fonctionne depuis la suradaptation? Ça veut dire, est-ce que je fais ça parce que je dois? Est-ce que je le fais parce que j'ai peur de décevoir? Est-ce que je dis oui pour éviter un conflit ou un rejet? Est-ce que j'agis pour prouver encore une fois ma valeur? Est-ce que j'ai la sensation que si je m'arrête, tout s'effondre? Est-ce que j'ai peur de déranger, d'être trop ou pas assez? Est-ce que je ressens de l'anxiété à l'idée de ne pas le faire? Ou finalement, est-ce que je prends cette décision depuis un espace qui est régulé? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que j'en ai les ressources aujourd'hui? Est-ce que ça répond à un besoin profond que j'ai? Est-ce que je me sens libre de dire non? Est-ce que ça me nourrit, me met en mouvement, me relie à moi? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs, mon rythme actuel? Vraiment, est-ce que je fais ce choix en conscience et non par réflexe? Et pourquoi je t'amène vraiment sur cette première piste d'observation en premier lieu, c'est parce que si tu ne sais pas quand est-ce que tu agis par réflexe, tout simplement, tu ne vas pas pouvoir te proposer d'autres choix de réaction. Si tu as des automatismes inconscients, tu ne vas pas pouvoir les moduler et les reprogrammer. Mais ça, encore une fois, ça demande de prendre la responsabilité de sa guérison, de comprendre que oui, ce n'est pas toi le problème. Oui, le problème, c'est ta programmation, mais par contre, toi, aujourd'hui, tu peux agir dessus. La suradaptation que tu ressens aujourd'hui, c'est une trace d'une stratégie de survie qui est profondément ancrée et que tu as développée pour rester en lien quand tu étais enfant. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de changer cette programmation, de retrouver du choix, de retrouver de la liberté, d'honorer tes besoins, de respecter tes limites et de faire grandir en fait ton espace d'adulte, régulé et rempli d'authenticité. J'espère de tout cœur que cet épisode de podcast t'a parlé et t'a animé autant que moi il m'anime. Parce que le traumatisme développemental, c'est un sujet qui est très très vaste, qui est complexe, mais aussi qui est profondément humain. Et quand on commence à mieux le comprendre, on peut peu à peu mettre de la distance avec le jugement qu'on porte sur nous-mêmes et commencer à se rencontrer. Comme d'habitude, je t'invite à partager cet épisode autour de toi, à me laisser un petit mot, une petite note sur la plateforme d'écoute, parce que c'est vraiment ce qui m'aide profondément à faire vivre ce podcast, à informer encore plus de personnes qui sont dans des états de souffrance intense, mais aussi à apporter au monde une meilleure compréhension de ce qu'ils sont en train de traverser. En attendant, je t'invite à prendre bien soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast.